Bonjour, bonsoir, c'est DJ Emerald, très heureux de vous retrouver pour un nouveau test de produit DJ Audio Fanzine. Malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que c'est le dernier test avec AF, tout simplement parce qu'ils décident de se concentrer plus sur les produits Sono et MAO, donc du coup ils mettent un petit peu de côté les tests des produits DJ. Alors évidemment, moi je trouve ça un petit peu dommage parce que on avait de très très bons retours sur le net, comme quoi on faisait un service de qualité, en français et unique. Donc du coup, moi j'aimerais bien pouvoir continuer ce genre de prestations. Alors j'en profite pour lancer un petit appel d'offres à qui voudrait continuer ce genre de travail avec moi. Ça peut être des tests, comme des tutos, comme des démos. Franchement, je suis capable maintenant de faire n'importe quoi en vidéo, donc n'hésitez pas. Bien, avant de commencer le test, on va quand même commencer par présenter le produit qu'on va tester. Alors je suppose que vous l'avez vu tout à l'heure qu'on allait tester un produit Allen & Heath, et aujourd'hui on teste la Xone PX5. Alors c'est une mixette analogique à 5 voix, dont une qui n'a pas de fader. Elle possède beaucoup de possibilités de routing, notamment vers des machines externes qu'on pourra synchroniser en MIDI, des télécommandes MIDI qu'on pourra connecter via la connectique X-Link, des effets externes grâce aux options de Send Return, un gros module d'effets interne, un super filtre et une compatibilité avec Traktor puisqu'elle a une carte son certifiée Traktor. Bref, donc là on a affaire à une grosse bébête qui va permettre un large choix de configuration possible. On se rapproche limite d'une console hybride entre une console d'ingé son et une console adaptée au DJing. Et c'est dans ce sens, je trouve qu'elle est vraiment adaptée pour les DJ électro qui font de la performance avec des machines. Donc plutôt pour les DJ électro qui font du live. Voilà, je la déconseille pour un débutant parce que elle serait trop chère avec tout un tas d'options qui ne vont pas servir pour un débutant, et un peu pour les mêmes raisons aussi pour un scratcher et pour un turntabliste. En plus, le crossfader est pas tip-top adapté pour le scratch. Bref, on va voir tout ça plus en détail pendant le tour d'horizon, qu'on va faire tout de suite dans la foulée. Moi, en attendant, je vous souhaite un bon test et un bon visionnage. À tout de suite. Bien, donc c'est parti pour le tour d'horizon. On va commencer par regarder les accessoires qui sont fournis. Alors on a 2 Chuco d'alimentation pour une alim interne qui est dans la mixette. Alors on a un Chuco pour les prises françaises et un Chuco pour les prises anglaises. Ensuite on a un guide de démarrage rapide sur papier. Le manuel complet étant à télécharger sur le site, ainsi que le driver pour la carte son interne à la mixette. D'ailleurs le manuel est à télécharger, est vraiment très très complet, très très bien fait. Ensuite on a un petit sachet contenant un kit de remplacement de boutons, et puis les informations de garantie, et puis c'est tout. Alors j'étais un peu surpris, mais ils fournissent pas de câble USB. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas trop le prix que ça coûte en plus. Et malgré que la PX5 soit certifiée pour Traktor, la licence pour le logiciel elle est pas fournie non plus. Alors ensuite, au niveau des dimensions, la longueur c'est de 37,5 cm, la largeur 32 cm, la hauteur 11 cm pour un poids de 5,2 kg. Alors au niveau robustesse, la table me semble assez légère tout de même, vu sa taille. La carlingue est en métal, mais ça me semble pas super épais. À mon avis, faut surtout pas la faire tomber, elle doit être quand même assez fragile. Ensuite, petite remarque, sur les côtés, devant et en dessous, il y a pas mal de trous dans la carlingue. Ah, je vous montre, voilà. Les trous sont là, donc on en a devant, sur les côtés et dessous. Alors je suppose que c'est pour éviter, c'est pour des questions d'aération, c'est pour éviter une éventuelle surchauffe. Mais ça veut aussi dire que la poussière va facilement entrer dedans, donc je conseille de bien la recouvrir à chaque fois qu'on a arrêté de s'en servir. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, je trouve la PX5 parfaitement équilibrée pour une mixette à 5 voix. Elle est forcément plus grosse qu'une mixette classique, mais ça va, je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis entre confort d'utilisation et encombrement sur le plan de travail. Voilà, et puis quand on l'a entre deux platines, l'écart qu'on a entre les deux platines, il reste correct. Ensuite, la voix supplémentaire sans fader a été mise sur la gauche.
Donc c'est parfait pour y brancher un sampler externe par exemple. Le module d'effet interne ainsi que les inserts scènes ont été placés là plutôt sur la droite. Donc ça me semble plus logique hein, parce qu'on est tous majoritairement quand même plutôt droitiers. Donc on a plus de facilité à solliciter des fonctions supplémentaires sur notre côté droit. Donc voilà pour l'ergonomie, pardon. Elle me semble vraiment très bonne. Maintenant on va regarder les connectiques arrière. Je vais essayer de placer... c'est toujours mes questions de reflet, là, c'est quelque chose d'assez embêtant, ça. Va falloir que je trouve vraiment sur du long terme un autre système d'éclairage. Enfin, bon, bah tant pis, ça va être dans les reflets, je vais le laisser comme ça. Alors, on a deux sorties master, une en XLR, qu'on va privilégier pour le système de diffusion, et une en RCA, juste à côté, qu'on gardera plutôt pour une utilisation secondaire. Ensuite, on a un insert ici en jack TRS pour un câble d'insert monté en Y. Alors si j'ai bien lu la documentation, l'insert il se situe juste avant le master, donc on y branchera plutôt un module externe de traitement de dynamique comme un compresseur ou un limiteur par exemple. Ensuite, on a une sortie boost en jack TRS pour y brancher des retours, donc c'est toujours tout ça, c'est de la connectique professionnelle, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a une entrée X-Link pour appairer des contrôleurs MIDI Allen NS de la série K, donc le K1 et le K2. Ces contrôleurs, ils vont permettre d'étendre les possibilités de contrôle des logiciels connectés à votre ordi, comme par exemple Traktor ou Ableton Live. Et oui, comme la mixette en fait est dépourvue de télécommande MIDI, il va bien falloir ajouter des modules externes pour contrôler certains paramètres des softwares concernés. Et cerise sur le gâteau, le X-Link, là, ça fonctionne un peu comme le Thunderbolt pour Mac, c'est-à-dire qu'on peut chaîner plusieurs K1 ou plusieurs K2 en série via la seule et même entrée X-Link. Bref, voilà, c'est plutôt parfait pour éviter de manquer de port USB sur son ordinateur. En parlant de port USB, on a évidemment un port USB pour communiquer avec l'ordinateur pour faire fonctionner par exemple pour faire fonctionner Traktor. Ensuite, on a une sortie MIDI en DIN 5 broches par lequel va entrer et sortir l'horloge MIDI qui permettra de synchroniser au tempo du hardware comme un clavier synthé par exemple ou un séquenceur de type boîte à rythme. Donc ça, c'est une des connectiques qui fait partie des grandes possibilités de configuration avec du matériel externe. Ensuite, on a un petit switch USB qui permettra ici de router le canal 910 via l'USB. C'est donc un canal virtuel, et par ce canal, on pourra soit diriger les retours d'effets de Traktor dans le master de la mixette, soit envoyer le master vers Traktor pour s'enregistrer en interne directement sur son ordi, grâce à l'option REC qui se trouve dans Traktor. Ensuite, on a les options, une sortie record en RCA. Ensuite, on a les options de send return, toujours en connectique professionnelle jack TRS, que l'on pourra brancher vers un multi-effet de type Chaos Pad ou vers une pédale d'effet avec un petit switch qui permettra d'adapter l'impédance du signal en fonction du périphérique que vous utiliserez. Donc pour un Chaos Pad par exemple, ce sera du niveau ligne, donc le symbole LN. Et pour une pédale d'effet, ce sera de la haute impédance, donc le symbole IZ. IZ, je sais pas trop comment ça se dit, comment ça se prononce. Ensuite, on a deux entrées phono et line pour les 4 canaux avec fader, avec un petit switch à sélectionner manuellement. En fait, le petit switch, il permettra d'adapter soi-même le niveau de signal envoyé pour Traktor. Donc si vous utilisez des platines vinyles, ce sera le symbole PH pour phono, et si vous utilisez des platines CD, ce sera le symbole LN pour line. Ensuite, on a aussi deux bagues de serrage là ici pour les masses des platines vinyles, et puis on a aussi évidemment ici les entrées de la voie A qui n'est pas équipée de fader, donc sur laquelle on va pouvoir brancher un micro en XLR ou n'importe quel autre périphérique comme un sampler ou un synthé ou autre en jack TRS ici. Donc, connectique professionnelle aussi dans les deux cas. Ok, maintenant, on va regarder un petit peu l'interface.
Alors au niveau de l'interface, c'est tout de même assez chargé, et c'est normal puisque la mixette offre un grand choix de configuration. Alors on va déjà commencer par le basique. On choisit une des 3 sources par canal grâce à un petit commutateur qui se trouve ici. Alors phono pour les platines vinyles, line pour les platines CD et évidemment USB pour le système digital sur ordinateur, et dans notre cas ce sera Traktor. Ensuite chaque canal a son gain d'entrée, gain qui est cranté d'ailleurs, suivi d'une égalisation 3 bandes basse, médium, aiguë, pouvant aller jusqu'à plus 6 dB en égalisation positive et coupé à l'infini en égalisation négative, pardon. Et donc tous les potards sont crantés et je les trouve vraiment très très bons, quoi. La matière est très agréable, un espèce de plastique caoutchouc là, accrocheur. Franchement les potards, je les trouve tip top. Ensuite, puisque nous avons 4 canaux à mixer, il faut bien leur affecter un sens de coupure par rapport au crossfader. Donc on fera ça avec un petit commutateur ici qui se trouve sous les potards d'égalisation. En général, on met les canaux 1 et 2 sur la position X et les canaux 3 et 4 sur la position Y. Comme ça, on est sûr d'être dans un sens logique de coupure concernant le crossfader. Et pour être sûr de pas se tromper dans les transitions, on ne sollicitera que les faders. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède sur une mixette à 4 voix. Ensuite, on a un bouton d'activation du filtre qui se trouve sur le côté, mais on va en parler plus tard. Je vais faire une session spéciale exprès sur le filtre pendant le test. Ensuite, nous avons un bouton Q pour la préécoute au casque. Il suffira de sélectionner les canaux qu'on veut préécouter juste en appuyant sur les boutons Q, tout en s'assurant que le potard de sélection d'écoute au casque est bien aussi sur la position Q. Ensuite, nous avons les faders. Les fameux faders qui ont une très 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 longue course, donc ça c'est un très très bon point parce que ça permet d'avoir plus de précision dans la maîtrise du volume, notamment lors des fades, un peu comme pour les grosses consoles d'ingé son qu'on trouve dans les studios d'enregistrement et de mixage, ce qui prouve en même temps que la mixette est vraiment destinée aux DJ producteurs électro qui aiment faire du live et maîtriser leur son de A à Z. Alors cette fameuse course, oh là là, on peut la régler sur 3 types de courbes, allant de linéaire à très exponentielle. Bref, donc la course, elle est très bonne. Par contre, je trouve la manufacture des faders assez décevante. Je les trouve un petit peu cheap même. Je trouve qu'ils opposent pas assez de résistance. Du coup, on a un gros ressenti de fragilité. Et ils font un sale bruit, comme si quelque chose frottait à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Cette espèce de son un peu strident, assez désagréable. Après, je vous rassure tout de suite, ça reste fonctionnel, hein, mais vu le standard de qualité sur l'ensemble de la mixette, là j'avoue que je suis un petit peu perplexe sur la qualité des faders. Alors heureusement c'est moins le cas pour le crossfader. Bon, je le trouve pas exceptionnel non plus, hein, mais il fait le boulot correctement. Il présente pas en tout cas de sensations désagréables comme pour les faders. Comme d'habitude, on peut régler la courbe de coupure si on souhaite faire une transition progressive ou sèche. La coupure sèche, par contre, elle va pas convenir très bien pour le scratch, juste parce qu'en fait, le point de coupure, il est un petit peu trop éloigné du bord. Du coup, ça manque de précision. Enfin, si on souhaite scratcher avec, on peut toujours remplacer le crossfader par un inofader. Mais bon, je l'ai dit en intro, hein, c'est pas une mixette pensée pour les DJ hip-hop, ni pour les turntablistes, donc c'est pas un défaut sur cette mixette, hein, que le point de coupure soit un petit peu trop éloigné du bord. Par contre, je trouve que le défaut de qualité des faders par rapport au standard du reste de la mixette, c'est un petit peu plus embêtant. Ensuite, au niveau de la sortie casque, on est sur le meilleur système de préécoute, hein, comme j'ai indiqué tout à l'heure, tout simplement parce qu'il est logique. Donc position Q pour préécouter les canaux individuellement, et position mix pour écouter le master. Et cerise sur le gâteau, on dispose d'un vrai split Q juste au-dessus, là, ici, qui est bien pratique, hein, si les retours ils tombent en panne sur scène. En fait, ça permet d'écouter dans le canal droit du casque le master, et dans le canal gauche du casque les préécoutes. Bon, par contre, j'ai quand même un truc à redire pour les trucs de casque. C'est juste le choix de l'emplacement des sorties jack et mini jack. Pour moi, il aurait fallu les mettre sur le devant de la mixette, là, ici. Parce que là, c'est pas pratique en fait d'avoir le câble du casque qui se trouve dans le chemin de notre main gauche,
lorsqu'elle veut solliciter les platines qui sont vers la gauche. Et c'est le meilleur moyen de s'en mêler un petit peu dans le câble et puis de tout arracher. Alors, question d'habitude, hein, vous allez me dire, mais pour ma part, je suis plutôt pour l'option avec le moins de risque possible. Donc je vous montre ce que je veux dire par là. On branche son jack ici, donc ça fait une certaine surépaisseur qui dépasse un petit peu. Et je pense que dans certains cas, on peut être amené à taper un petit peu dedans. Donc ça encore, bon, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout que le fil, après, il va passer comme ça. Et un geste un petit peu brusque vers la gauche, c'est le meilleur moyen d'arracher son câble et ses connectiques. Ensuite, sur la tranche A, on a exactement les mêmes options que sur les autres canaux, sauf que le canal est dépourvu de fader, donc on va évidemment plutôt privilégier cette voie, soit pour un micro ou pour un retour de quelque chose qui viendrait de l'ordinateur en USB, donc position mic ou position USB ou position line, si on y branche par exemple un sampler externe qui serait de niveau line. Ensuite, sur chaque voie, nous avons les différentes possibilités d'envoi des effets. Donc soit vers le module interne, soit vers le module externe, soit vers les deux. Le module d'effet interne se trouvant sur la droite de la mixette. Mais bon, on va voir ça dans une partie aussi bien spécifique du test. On va faire vraiment un test des effets internes. Donc voilà pour le tour d'horizon, qui est pas pour l'instant tout à fait complet, mais qu'on va approfondir au fur et à mesure de la vidéo, notamment pour le filtre que je vous propose de tester tout de suite dans la foulée. Bien, concernant le filtre, je suppose que vous avez remarqué qu'il était dématérialisé sur le côté. Alors j'entends par là que les canaux sont dépourvus d'un potard de filtre high pass, low pass individuel sur chaque tranche. Alors le principe que je suis en train de décrire, c'est le principe qui est utilisé par Pioneer et Denon par exemple, pour ne citer que eux. Et j'aurais tendance à dire que c'est le principe d'utilisation des filtres le plus confortable et le plus réactif, même si il limite son utilisation qu'à 2 filtres, en général low pass et high pass filter. Mais chez Allen & Ace, du coup, ils font pas comme ça. Ils tiennent sans doute à nous proposer un 3e filtre bandpass, qu'on trouve ici. Alors du coup, comme c'est pas possible de mettre 3 filtres sur un seul potentiomètre, sur chaque tranche, et du coup, ils ont pas eu d'autre choix que de dématérialiser le tout sur le côté ici. Donc, nous avons un filtre complet et de qualité, avec 3 options de filtrage possibles. Donc soit en mode high pass, soit en mode bandpass, soit en mode low pass, avec un bouton, un potentiomètre pour gérer la résonance, et un autre pour le choix de balayage de fréquence qui peut aller de 20 à 20 MHz. On a aussi un bouton d'activation générale du filtre, et 4 boutons de routing du filtre en fonction sur chaque canal, en fonction de quel canal on veut filtrer. Alors l'inconvénient de ce principe de fonctionnement, c'est qu'il faut penser à beaucoup plus de choses et c'est beaucoup moins interactif. Alors en effet, comme première gêne, il va falloir penser à activer à la fois sur le filtre et sur le canal qu'on veut filtrer avant de s'en servir en amont. Donc ça fait déjà 2 opérations qui font perdre du temps et sur lesquelles on peut se planter juste par mégarde. Et du coup, il y a aussi le problème inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir fini d'utiliser mon filtre, va bien falloir penser à le désactiver sous peine de commencer le morceau suivant déjà filtré. Et par exemple, si on avait déjà fini de filtrer en mode high pass, par exemple, sur le morceau suivant, on n'entendra rien. Il sera fortement filtré dans le bas, et donc du coup, on va entendre que des aigus, voire rien du tout. Donc il y a un risque en gros de faire un gros blanc, quoi. Ensuite, la deuxième gêne, le deuxième défaut de ce système, c'est qu'il y a qu'un seul bouton de choix de fréquence pour 3 modes de filtrage. Donc si je finis une transition avec le filtre à 20 MHz en mode low pass par exemple, la prochaine fois que je vais activer le filtre, si j'ai pas pensé à replacer le potard du filtre à 20 Hz, le son va quasiment se couper d'un coup, c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc il faut absolument soit à penser à désactiver le filtre, mais aussi de faire un reset en mode manuel à chaque fois qu'on a fini de solliciter le filtre, ou au pire juste avant de le solliciter. Et attention, en plus, le reset, il va pas être le même en fonction du mode de filtre. Donc, je vais vous montrer en musique, ça va être plus simple. On va commencer par une transition en mode high pass filter. Donc, admettons là,
je suis en train de faire ma transition. Voilà, je filtre vers les aigus, jusqu'à faire disparaître le morceau. Voilà, j'ai fini de filtrer, donc je désactive mon filtre. Donc voilà, donc là c'est normal. On est revenu à quelque chose de net. Et là, admettons, je veux recommencer le même type de filtre, mais j'ai pas pensé à remettre mon filtre à 20 Hz. Donc quand je vais activer mon filtre, qu'est-ce qui va se passer? Bah paf, le son il se coupe, parce que bah j'ai pas pensé à remettre mon filtre à 20 Hz. Voilà, donc à chaque fois qu'on va activer, là par exemple en mode high pass, faut bien penser à se remettre en mode 20 Hz ici. Voilà, de façon à pouvoir activer le filtre et ensuite filtrer. Voilà, donc là j'éteins, tout de suite je le remets. En mode band pass, bon bah là de toute façon il n'y a rien à faire. Peu importe la position sur laquelle vous allez être, ça va filtrer d'un coup en fait. Voilà. Je peux me mettre là, pardon, ou je peux me mettre ici. Voilà. Ça filtre d'un coup. Et ça, nous les DJ, on n'aime pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, on met pas de filtre bandpass sur les mixets DJ en fait, parce que personne va s'en servir. Et en mode low pass, eh ben ça va être la même chose. Là, vous voyez, si je suis à 20 Hz par défaut, alors là en plus ça va être tricky parce que c'est par défaut en mode high pass filter, il faudra être à 20 Hz, mais en mode low pass filter, il faudra être à 20 000 Hz. Donc là, je suis pas non plus sur le bon reset. Voilà, paf, ça filtre d'un coup quoi. Non. Donc en mode low pass, il va falloir que je me mette sur 20 000 Hz, que j'active, et ensuite je peux filtrer. Bon, voilà. Alors ça, pour ma part, c'est franchement rédhibitoire. Moi, j'aime pouvoir agir spontanément sur les filtres, tout simplement parce que j'aime pouvoir suivre mes idées créatives quand elles se présentent dans mon cerveau, et c'est souvent à la volée, en fonction de la musique qui est jouée. Et là, du coup, dans ce cas, la méthode proposée sur la PX5, moi, je la trouve trop risquée, et elle est beaucoup trop contraignante. Alors, je trouve que personnellement c'est du gâchis quand on connaît la qualité des filtres de chez Allen & Nice, hein, on vient de l'entendre, franchement ils sont super beaux. C'est vraiment une grosse frustration et c'est d'autant plus frustrant de se dire que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est sûrement parce qu'ils ont voulu faire plus et proposer un filtre bandpass en supplément. Voilà, donc moi je pense que c'est un peu dommage parce que franchement un filtre bandpass là, je pense qu'il y a que 5 à 10% des utilisateurs qui vont s'en servir et je pense que ça va faire râler beaucoup de monde. Alors les utilisateurs de chez Allen & Nice, ils sont peut-être déjà habitués à ce système, auquel cas ça va pas les déranger. Mais pour des débutants ou d'autres qui sont habitués à des produits comme Pioneer ou Denon, ça va être un gros point faible, ça va être vraiment compliqué de s'adapter. Je pense que ça va faire râler beaucoup de monde. Voilà. Donc là, je pense que là pour le coup, le filtre est vraiment très beau, il est magnifique, mais son système de fonctionnement, ça va être un peu un point faible. Donc voilà pour le filtre. Maintenant, on passe à la suite. Bien, donc pour utiliser les effets internes de la PX5, il faut commencer par router les envois de chaque canal vers le module interne, qui se trouve sur le côté ici. Alors c'est possible d'envoyer les sends uniquement vers le module interne, auquel cas il faudra commuter sur la position interne, INT. Donc c'est ce que je fais. Ensuite, on gère le niveau des sends vers le module d'effets interne. Alors, je déconseille de monter à plus de la moitié les volumes de send, tout simplement parce que vous allez aussi augmenter le volume du retour, et comme le retour bénéficie d'un bouton d'amplification qui va faire office de dry wet, eh bien, si vous avez trop monté le volume de send, eh bien, vous allez vous retrouver avec un retour d'effet qui sera beaucoup trop fort dès que vous allez monter le gain du retour. Donc, c'est plus préférable de laisser, on va dire, une semi-course au send, pour avoir une plus grande amplitude de dry wet ici au niveau du bouton de retour d'effet. Ensuite, nous avons accès à une liste d'effets assez conséquente, la célèbre Xone Excite FX Library. Alors pour y accéder, il faut appuyer sur la petite molette FX Select. Il y a 16 effets en tout. On va bien les mettre en évidence en les écoutant en pré-fader. Voilà, je me mets en pré-fader. Comme ça on va pouvoir écouter quasiment que le retour d'effet sans la source. Évidemment de temps en temps je remettrai la source pour qu'on puisse les écouter en situation. Alors chaque effet est réglable en quantification dans le temps grâce aux petites flèches situées sous l'écran. Le tempo est par défaut analysé automatiquement, mais si jamais c'est pas assez précis, nous avons
un tap tempo manuel. Si c'est toujours pas assez précis, on pourra régler soi-même les intervalles de temps grâce au bouton intervalle, bouton qui est bien pratique pour ajuster au top les délais et autres reverb, et on pourra aussi, grâce au bouton decay qui est situé juste en dessous, augmenter le feedback, c'est-à-dire les queues de reverb et de délai, ou autrement dit, le nombre de répétitions de la source, ou encore dit plus simplement, la durée dans le temps des effets. Alors jusqu'ici, on a tout ce qu'il y a de plus classique, hein, mais on a un petit plus sur la PX5, c'est le bouton Focus qui se trouve juste ici, qui va nous permettre d'intervenir sur plusieurs paramètres d'effet. Alors vous allez voir, en fonction de l'effet choisi, ça se comporte souvent comme un filtre high pass ou low pass sur le retour d'effet, ou bien comme un LFO, ou bien comme un correcteur de tonalité, hein, ça dépend des effets qui sont choisis. Bien sûr, on gère le niveau de retour des effets grâce au bouton volume. On pourra activer, désactiver le tout si on souhaite avec le bouton on. Et on pourra même faire la préécoute des effets au casque grâce au bouton Q, ici. Alors en ce qui concerne les routings des retours d'effets, on pourra bien évidemment cibler telle ou telle voix de A à 4, pardon. Ou bien on pourra décider d'envoyer les effets pour tout le monde via le send ou via le master, ce qui revient à peu près au même, parce que le send est routé juste avant le master. Donc moi je me mets en send, et c'est parti. On va faire la liste un petit peu des effets. On va s'écouter ça. Donc comme je l'ai dit, on écoute pour l'instant que le retour d'effets. Donc là je suis sur le Massive Q Delay. Et on va voir à chaque fois ce que donne le focus. Alors vous voyez, là du coup c'est un filtre high pass et un filtre low pass sur le delay. Voilà, donc si je remets la source, voilà, on va passer au délai suivant, le PCM delay. Pareil, on a encore un filtre high pass et low pass. Donc c'est un délai qui m'a l'air sensiblement pareil. A priori, c'est les quantifications qui changent. Ensuite, on a le filter delay. On va voir ce qu'il donne. Ah bah là on entend que le retour d'effet est filtré. Voilà, pareil, c'est encore un high pass, low pass. Bon, les effets dans l'ensemble sont très très beaux, hein. Ensuite, on a délai et reverb. Là pareil, c'est encore une histoire de high pass, low pass sur le retour d'effet. Voilà, c'est léger, mais le retour d'effet, enfin en tout cas le bouton focus gère bien encore un filtre. Ensuite on a le mode delay. On va se mettre bien fort pour bien l'entendre. Ah, là, ce coup-ci, c'est pas un filtre high pass, low pass. On dirait une sorte de vibrato sur la tonalité. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un vibrato sur la tonalité. Et plus on monte le focus, plus le vibrato il se fait sentir. Et le tout évidemment associé à un delay. C'est la fin de la musique, je vais la remettre au début. Donc là le mode delay, moi il me plaît bien. C'est assez sympa, ça fait un espèce d'effet de bulle. Ensuite on a un tape echo. Oh, c'est bien particulier ça.
Alors là, on va ajuster justement la quantification. Ah, a priori on peut pas. Alors je le fais manuellement du coup. Ok, donc là ce sont des espèces de petites barres, je sais pas si vous avez marqué dans l'écran, qui nous permettent de nous guider sur la quantification en fait. Sans doute parce que c'est un tape echo en fait. Bon, voyons ce que fait le paramètre focus. A priori, c'est encore du filtrage. Ouais, high pass, low pass. Ok, ensuite l'effet suivant, clean plate, donc là ça va être de la reverb. Ouais voilà, le focus c'est encore un high pass, low pass, en tout cas c'est une reverb plutôt courte. Ensuite on a une swell verb, bah, une reverb un petit peu plus longue on dirait. Encore, le focus, c'est encore du filtrage. Low pass, high pass. Ok, pas mal. Concert hall, encore une autre reverb. Ah, c'est encore le focus, c'est encore du filtre high pass, low pass. Moi je vais rester avec un intervalle bien prononcé, voilà, qu'on entende bien les effets. Ok. Ensuite, on a une Tiled Room. Encore une reverb qui va être très courte, là je suppose. Oui, voilà. Ah, plus de son. On retourne au début. Ok, le focus, qu'est-ce qu'il fait sur ce paramètre-là? Encore du filtrage. En fait, sur les delays, j'ai l'impression, et sur les reverbs, le focus, c'est quasiment à chaque fois un high pass ou low pass. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attack gate. Ah, ça c'est une sorte de reverb inversé. Voilà, encore une fois, le focus, c'est du high pass, low pass. Ok, ensuite on a Razor Gate. Ah, on dirait une sorte de flanger. Donc là le paramètre focus a l'air de jouer sur une espèce de... Bah sur le pitch justement. Là, ça joue sur la tonalité. C'est plutôt sympa, ça. Un effet qui va plaire, je pense. Ensuite, nous avons un flanger. Flanger que je vais là, du coup, je vais changer les paramètres. En quantification. On va se le mettre en 16, voilà, pour bien l'entendre. Bien le prononcer. Et on va voir ce que fait le paramètre focus. C'est pas évident comme ça. On dirait que ça joue sur la résonance du flanger. Ça rajoute une espèce de petit délai, j'en sais rien. Faut regarder la fiche technique, le manuel, parce que tout ça c'est expliqué dans le manuel, c'est l'avantage.
Et ensuite, nous avons une pitch verb. Alors là, je suppose que ça va être une reverb avec la possibilité de gérer la tonalité du retour de la reverb. Oui, c'est ça. On modifie le pitch sur la reverb, sur le retour de la reverb. J'ai plus de son, je remets. Écoutons. Du coup, c'est un effet de soit d'éclaircissement de la reverb, soit de, on va dire au contraire de. Ça ressemble un peu à un filtre en fait, alors que ça filtre pas. Ok, ensuite on a, je crois en dernier, ah non, encore 2 effets, il reste le time warp et la distorsion. Alors on va essayer le time warp, voir ce que c'est. Ok, time warp qui est un petit peu aux fraises. Là justement je suis en train d'utiliser tout à l'heure, j'en ai parlé, du bouton intervalle pour mieux régler mon effet. Voilà, bon 240 millisecondes ça me semble pas mal. Donc voyons ce qu'il fait maintenant au niveau du focus. Ah, ok, ça joue sur le pitch. Ok, voyons voir l'effet suivant, donc la disto. Ok, bon bah là le bouton focus amplifie plus ou moins la distorsion, tout simplement. Bon bah voilà, donc on a vu un petit peu l'ensemble des effets, ma foi je les trouve très beaux, leur utilisation est plutôt simpliste, on a vu, le côté focus apporte un côté créatif très intéressant, que dire de plus, ils sont plutôt bien équilibrés aussi en termes de volume, là j'ai pas trop eu besoin en général de toucher au dry wet, donc là on est sur un point vraiment très très fort sur la PX5. La qualité des effets internes, il n'y a pas grand chose à redire. Au top. On passe à la suite. Bon alors malheureusement pour le test, je n'ai pas de module externe à brancher. J'avais un Chaospad avant, mais je l'ai revendu parce que j'en avais plus besoin, donc je peux pas vous montrer d'exemple. Mais bon, supposons que j'ai un module externe là, donc un Chaospad, pour bénéficier d'effets externes supplémentaires, et le retour arriverait ici. D'ailleurs, on peut router aussi, pendant que j'y suis, on peut router le retour d'effet dans le filtre. Bon, petite option sympathique. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer tout ça via les modules externes, mais il faut quand même que je vous montre un petit souci. Alors d'abord, pour utiliser les effets externes de la PX5, il faut commencer par router les envois de chaque canal vers le module externe. Alors c'est possible d'envoyer les sends uniquement vers le module interne, on l'avait vu tout à l'heure, mais c'est possible de bénéficier à la fois des effets internes plus des effets externes grâce au mode dual. Donc moi je me mets en mode dual, hein, autant profiter de toutes les options possibles. Le problème, c'est que lorsqu'on commute sur un de ces 3 modes de send, eh bien ça engendre une sorte de feedback qui est de plus en plus prononcé quand on augmente le volume du send. Alors bien évidemment, j'ai cherché le pourquoi du comment, et à mon avis, c'est à cause du circuit de send, donc le circuit send ici, qui clash
avec le circuit USB 910 qui permet d'envoyer le master dans Traktor pour s'enregistrer en interne directement sur son ordinateur. Alors le circuit 910, là vous le voyez pas sur l'interface parce qu'en fait c'est un circuit virtuel qui passe par l'USB et on l'active avec le petit switch que je vous avais montré qui se trouve juste à côté des RCA, de la sortie RCA Record. C'est un petit switch blanc là qui permet de tout simplement d'activer le signal, la sortie du signal master dans Traktor pour pouvoir s'enregistrer en interne. Alors si je me mets en mode interne et que j'active l'envoi donc du master vers Traktor, voilà ce qui se passe. Je vous le fais écouter en musique. Donc là je suis en mode interne et je vais activer la possibilité de m'enregistrer dans Traktor. Voilà, là je viens de l'activer, je sais pas si vous l'entendez, mais ça génère une espèce de feedback, comme si on avait mis un son robotique sur ma musique, quoi. Et en plus, que je monte ou que je baisse le send, le feedback il est là, hein. Et bien sûr, si je passe en dual ou en externe, le feedback il continue. Alors évidemment, quand on constate une telle gêne, ça frustre, et pour régler le souci, on se dit que ça va marcher si on désactive l'envoi du master vers Traktor. Donc je le désactive. Mais le problème, c'est que une fois en mode dual ou externe, et ben la saloperie de feedback, elle réapparaît quand on remonte les scènes. Donc là, moi je commence déjà à l'entendre, je sais pas si vous l'entendez. Je vais aller à fond exprès, voilà, pour bien prononcer. Alors là où ça devient tricky, c'est que quand je repasse en mode interne, et ben le feedback ça le fait plus. Alors, peu importe du coup les routings, il y aura toujours un clash entre ces trois modes là d'envoi de send et puis ce fameux circuit 910 là, l'envoi du USB du master vers Traktor. Alors du coup, on est obligé de trouver des solutions un peu ambiguës, hein. Soit on baisse les sends pour limiter cet effet indésirable de feedback, mais il sera toujours subtilement présent. Soit on décide de condamner le mode dual externe et de rester tout le temps en mode interne, comme ça on n'a pas de souci. Soit on décide tout simplement de condamner la possibilité de s'enregistrer dans Traktor. Donc pour ma part, je préfère utiliser à la fois mes modes internes et externes, donc me mettre rester en mode dual, et je dois condamner l'enregistrement dans Traktor et limiter l'envoi de mes scènes d'environ un tiers de leur volume ici, voilà, parce que je trouvais que à partir de la moitié de la distance on va dire du potard de send, à partir d'ici voire là, on commençait déjà à entendre le feedback. Donc il faut se mettre à peu près sur cette position là. Et là on peut bénéficier des effets internes comme des effets externes sans entendre cette espèce de feedback un peu dégueulasse, quoi. Bon, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Dans tous les cas, c'est un deuxième point faible, hein, même s'il y a une solution et qu'on arrive à bidouiller, c'est quand même un deuxième point faible, en plus du système de fonctionnement dématérialisé du filtre. Voilà, c'est pas tip top. Ok, bon, du coup on passe à la suite. Bien, donc nous voici arrivés à la conclusion. Comme d'habitude, j'ai ma petite liste de points forts et de points faibles sur papier. Mais avant, je vais commencer par vous lister tout ce qui n'a pas pu être testé. Ouais, c'est la première fois que ça arrive, mais il y a des choses que je n'ai pas pu tester. Alors, le circuit de retour d'effets externes n'a pas pu être testé, parce que j'avais pas de module d'effets externe à disposition. Les télécommandes MIDI via la connexion X-Link n'ont pas pu être testées non plus, parce que j'avais pas de K1 ou de K2 pour le faire. La synchronisation MIDI out via la connexion DIN, elle a pas pu être testée non plus, parce que j'ai pas de matériel MIDI à disposition chez moi, et le circuit d'insert, il a pas pu être testé non plus parce que j'ai pas de matériel de traitement de dynamique en hardware chez moi pour faire ça non plus. Donc je vous le concède, ça fait quand même pas mal de choses que j'ai pas pu tester. En même temps, ce ne sont que des circuits audio et MIDI externes, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir vérifier si tout ça est confortable en situation pour vous ou pas. Bon, j'ai pas pu le faire. En même temps, ça me permet de justifier le fait que cette table, elle est vraiment adaptée pour les DJ qui font des performances live avec des machines et qui ont besoin vraiment de grosses configurations en termes de connectique externe.
Voilà, donc moi c'est pas mon cas, je fais pas des lives avec des machines, je suis plutôt un performeur qui fait du turntablisme, quelque chose de très technique. Donc je fais pas partie de cette catégorie-là, donc ça explique pourquoi j'ai pas pu vous faire un test hyper complet de cette mixette. Mais j'ai quand même pu tester des choses, donc je vais vous faire la liste des points forts et des points faibles que j'ai pu remarquer. Alors, comme d'habitude, les points forts, chez Allen Ennis, c'est la qualité du son et des connectiques qui est au rendez-vous, l'ergonomie, la qualité des filtres, la qualité et la quantité des effets internes, toutes les possibilités de configuration et de routing vraiment complètes. Donc je répète vite fait, entre les inserts, les send return, les 5 voix dont la voix A, les effets internes et toutes les possibilités de compatibilité MIDI externe, franchement il y avait de quoi faire. Et en 6e point fort, la carte son certifiée Traktor DVS. Bien, maintenant on va passer au niveau des points faibles. Alors, le gros point faible pour moi, c'est le système de filtre dématérialisé sur le côté. C'est un système qui est quand même beaucoup moins réactif et aussi beaucoup moins créatif que juste un filtre low pass, high pass avec un potard par canal. Voilà, donc les gens peut-être de chez Allen Ennis sont déjà habitués à ce système et ça va pas trop les déranger. Mais ceux qui viennent par exemple de chez Pioneer ou de chez Denon ou même chez d'autres constructeurs, ça va leur faire bizarre de passer sur un système comme ça de filtre dématérialisé sur le côté. Voilà, il y a beaucoup plus de choses à penser et je pense que ça va être à considérer comme un point faible, donc je suis obligé de le lister comme un point faible également. Deuxième point faible, la manufacture des faders que j'ai trouvé vraiment un petit peu cheap, je sais pas, je suis un peu perplexe là-dessus d'ailleurs, comparé au reste de l'ensemble de la manufacture de la mixette, je suis assez perplexe sur les faders. Et enfin, troisième point faible, c'était l'espèce de feedback qui se crée, qui clash entre le circuit de send et le circuit USB 9.10 qui permet de s'enregistrer dans Traktor. Donc voilà pour la liste des points forts et des points faibles. La note finale, elle sera de 4 sur 5, essentiellement pour l'histoire du filtre qui est dématérialisé sur le côté. Voilà, je pense que ça va être considéré comme pour beaucoup de gens comme un point faible. Voilà, bah, c'était tout pour le test. Moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour je ne sais pas quoi. Ciao!